Bonjour et bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Alexandra Ingo-Botman, responsable innovation ouverte à la Banque des Territoires et membre de l'équipe de pilotage de ce lieu, ce dispositif du Hub. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour cette séquence sur les enjeux autour du télétravail dans nos territoires. Avant de commencer, quelques mots supplémentaires sur le Hub, comme vous venez de le voir dans la vidéo. C'est un dispositif qui vise à réunir et à animer l'ensemble des acteurs territoriaux de l'écosystème de la Banque des Territoires pour inspirer, concrétiser et rassembler au service des projets territoriaux, au service des réussites territoriales. On le fait à travers une programmation riche, avec déclinée en différents formats, comme les événements de ce matin, mais également des ateliers, des rencontres, des résidences, également dans ce lieu. Pour ne rien rater, je vous invite à découvrir notre programmation en ligne sur banquedeterritoire.fr et vous abonner à notre newsletter. Je suis particulièrement enthousiaste ce matin de contribuer à cet événement parce que le Hub a des liens très forts avec la thématique. Peut-être pour commencer parce qu'on a été inauguré en pleine pandémie et que forcément l'activité était naturellement impactée par la mise à distance de nos collaborateurs et nos participants. Mais aussi parce que depuis l'origine de ce projet, on a cherché à se rendre accessible à l'ensemble des participants intervenant partout sur le territoire. Et par définition, ça implique un dispositif hybride, aussi bien présentiel qu'à distance. Et aussi parce qu'au quotidien, nous observons ces différentes évolutions des attentes, des besoins, des modalités de travail, grâce à nos partenaires, grâce aux intervenants, la manière avec laquelle ils interviennent et participent, mais aussi par les entreprises qu'on accueille ici en résidence dans cet espace qui est également coworking. Parce que si le sujet est d'actualité depuis de nombreuses années pour les populations urbaines, vous le savez tous comme moi que désormais il touche tous les territoires. Et du coup, ce matin, c'est un plaisir de découvrir avec vous la façon à laquelle les territoires se réorganisent face à ces nouvelles mutations de travail, découvrir les solutions nouvelles grâce à leur collaboration publique et privée. Et du coup, sur ce, je passe la parole à Anne-Sophie Delagorce, responsable d'investissement numérique à la Direction régionale d'Île-de-France de la Banque des Territoires. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Alexandra et merci de nous accueillir au Hub. Moi, je suis vraiment ravie qu'on puisse parler de ce sujet-là aujourd'hui. J'ai envie de dire que le télétravail, maintenant, ça fait partie de notre quotidien. C'est un sujet qu'on évoque un peu systématiquement avec notre entourage. Combien de jours de télétravail tu fais par semaine? Comment tu t'organises? Comment tu fais la frontière entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Et typiquement, comment ton entreprise ou ta collectivité s'organise pour répondre à ces enjeux de travail hybride. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler du télétravail au sens large, on va plutôt voir comment finalement les collectivités aujourd'hui se saisissent de ces enjeux. Donc lors d'une première table ronde, on va écouter le témoignage de la région Île-de-France avec Julia Charrier, qui est Madame Tiers-Lieu à la région Île-de-France. Et puis Thierry Louzon, qui est élu à la commune de Fonsorbe, qui est une commune périurbaine près de Toulouse. Donc ça, voilà, lors d'une première table ronde, témoignage de collectivités et comment se saisissent de ces enjeux. Et lors d'une seconde table ronde, finalement, on aura le feedback, j'ai envie de dire, des porteurs de projets, des solutions, comment ces solutions répondent à ces enjeux-là. Avec donc les témoignages de rayons d'abord, de relais d'entreprise et puis de néo-nomades. On pourrait se dire finalement cet enjeu-là, il date de la période Covid et en fait à la Banque des Territoires, ça fait en fait à peu près 10 ans, voire peut-être plus, qu'on voit déjà des initiatives des territoires pour créer des tiers-lieux. Des tiers-lieux qu'on appelait même télécentres à l'époque. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, c'est un nom complètement passé de mode. Mais donc nous, en 2014 à peu près, la Banque des Territoires avait publié déjà un guide, ou une étude plus exactement, qui permettait d'identifier, mais aussi de chiffrer
les externalités de ces tiers-lieux, à la fois pour les entreprises, pour les habitants, pour les salariés, pour les collectivités, enfin, voilà, un certain nombre d'externalités. Donc je vous invite à regarder ce guide des externalités des télécentres. Oubliez le mot télécentre, mais bon voilà, le tiers-lieu pour le télétravail voilà, était déjà un sujet. Et donc j'ai envie de dire, évidemment, depuis le confinement, il l'est encore plus. Et bon, la région Île-de-France est avec nous, mais donc je ne peux pas ne pas mentionner aussi le guide qu'on avait publié en 2015 avec la région Île-de-France. Donc c'était un guide en fait à destination des collectivités pour les aider à finalement se saisir de ce sujet et trouver la bonne méthodologie pour créer un tiers-lieu sur leur territoire. Avec en fait un certain nombre d'étapes clés de réflexion à suivre. Donc pareil, ce guide est toujours d'actualité. Et je pense qu'on va avoir un témoignage encore plus concret avec Thierry Louzon, puisque à l'écouter quand j'ai préparé finalement cet événement, moi j'avais l'impression qu'il avait suivi à la lettre la méthodologie, donc on l'écoutera. Et puis j'ai envie de dire, bon voilà, je l'ai déjà dit depuis le confinement, à la Banque des Territoires, on voit de plus en plus, mais vraiment de plus en plus d'initiatives de tiers-lieux. Et puis pendant le confinement, on a vu des initiatives nouvelles. Je pense par exemple à Issy-les-Moulineaux, qui a voulu faire découvrir en fait à ses habitants les tiers-lieux qui existaient sur son territoire. Non seulement, j'ai envie de dire, les actifs comme nous, mais pas que. Ils ont aussi ouvert en fait ces tiers-lieux aux étudiants qui, pendant le confinement, n'avaient plus du tout des conditions adaptées pour travailler dans un climat serein. Donc on voit que pour ces tiers-lieux qui sont dédiés au télétravail, en fait, on va aussi découvrir des nouveaux usages. Et je pense qu'avec les témoignages des porteurs de projets, vous allez voir à quel point les nouveaux usages sont encore à découvrir aujourd'hui. Et puis dans le programme Action Cœur de Ville, parce que vraiment le tiers-lieu, c'est aussi un sujet de dynamisation des cœurs de ville, on constate en fait que le sujet du tiers-lieu est l'une des 5 thématiques les plus prisées en fait par les collectivités dans leur sollicitation auprès de la Banque des Territoires. Et alors plus récemment, donc c'était après le confinement, mais alors je ne sais même plus quand est la fin du confinement, mais bon, c'était en 2021. On s'est penché avec Morning, avec Clément qui est là, avec Nexity, sur finalement comment aussi les entreprises, les grands groupes se saisissaient de ces nouveaux sujets d'organisation du travail. Je ne parle pas uniquement télétravail, mais voilà ce nouveau sujet de mode hybride, et comment finalement elles pouvaient envisager les tiers-lieux comme nouveaux lieux en fait pour les salariés. Donc on a interrogé un certain nombre de directions de grands groupes franciliens grâce au boson dans une enquête qui s'appelle le travail en chantier. Et en fait, voilà, il n'y a pas de retour vraiment précis, mais parce que la réflexion est encore en cours aujourd'hui auprès d'un certain nombre de directions. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la plupart des directions de ces groupes constatent tous que c'est qu'il y a un nouveau sujet, c'est-à-dire qu'avec le confinement, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas les mêmes conditions de télétravail chez soi, et qu'il fallait d'une certaine manière réfléchir à donner des conditions un peu similaires à tout le monde, pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions adaptées, dans des conditions sereines, tout en évitant les déplacements, et leur permettant aussi de faire une frontière entre le bureau, chez soi, enfin voilà, un certain nombre d'enjeux qui sont du coup devenus un point d'attention pour un certain nombre de grands groupes. Et donc suite à ça, on a voulu se lancer dans un nouveau projet avec Morning et Nexity. Et l'idée, c'est donc aussi d'expérimenter des nouveaux lieux de proximité dans les centres-villes avec Rayon. Et donc, on a pris un investissement dans Rayon, et Clément va en parler. Voilà, bon, maintenant, j'ai envie de laisser la parole à nos intervenants. Donc, lors de la première table ronde, j'invite donc Julia Charrier, qui est donc chargée de mission tiers-lieu à la région Île-de-France, et puis Thierry Louzon, élu
élu donc à la commune de Fonsorbes, qui a mis en place un tiers-lieu sur son territoire, mais il y a déjà quelques années. Alors, Julia, voilà, alors ils sont malheureusement tous les deux à distance. Bon, ça se comprend, Thierry, parce que physiquement, vous êtes très très loin, entre guillemets. Et Julia, malheureusement, tu devais être avec nous et tu n'as pas pu te déplacer, mais voilà, pour des raisons de grippe. Donc, merci d'être avec nous. Merci de pouvoir intervenir. Donc, Julia, je te laisse la parole. Merci à toi voilà, de nous dire, je sais que ça fait déjà quelques années que vous travaillez sur ces sujets à la région. Donc, je te laisse nous décrire quels sont les enjeux pour la région sur ces sujets et quelles actions vous menez. Très bien. Merci beaucoup à Anne-Sophie. Déjà de m'avoir conviée à présenter voilà, les actions de la région lors de cet événement. Et je suis désolée de ne pas pouvoir être sur place. Mais bon, voilà, je vais au moins pouvoir vous transmettre les messages à distance. Donc moi, je suis effectivement chargée de mission tiers-lieu à la région Île-de-France et je suis rattachée au pôle développement économique. Voilà, pour vous situer un petit peu, parce que c'est vrai que selon les régions, le sujet peut être aussi traité davantage sur des aspects numériques ou des aspects d'aménagement du territoire. Bon, c'est bien en transversalité de toute façon que le sujet télétravail et tiers-lieu est abordé. Pour revenir un petit peu sur le développement du télétravail, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était préexistant avant la crise du Covid, mais la crise a vraiment mis un grand coup d'accélérateur dans cette pratique-là. Il faut savoir qu'en Île-de-France, on avait eu aussi un petit prémisse en décembre 2019 avec des grèves de transport. Qui avait aussi forcé pas mal de télétravail à l'époque. Donc voilà, c'est vrai qu'en Île-de-France, c'est un sujet. Alors, je pense que dans toutes les régions où enfin dans toutes les régions, il y a des métropoles, et donc c'est vrai que les déplacements entre les lieux de vie et les lieux d'activité qui se concentrent souvent dans les métropoles, c'est un sujet qu'on rencontre dans toutes les régions. Je pense qu'en Île-de-France, c'est quand même vraiment très, très fort comme problématique, autant en termes de bien-être des travailleurs et aussi des questions de pollution, parce que les déplacements, surtout quand on se retrouve tous coincés dans les bouchons, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que la région Île-de-France s'est penchée sur le sujet. Alors, déjà, il y a eu des actions pour limiter justement ces déplacements pendulaires. Donc, la région Île-de-France a mis en place un programme qui s'appelle le lissage des heures de pointe. Je l'évoque rapidement parce que je trouve que c'est quand même intéressant, mais c'est pas moi qui le gère. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la région et à prendre contact avec le pôle transport qui l'a en charge. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un panel d'entreprises volontaires qui mettrait en place des actions pour justement limiter ces déplacements pendulaires et donc favoriser donc soit les heures de travail un peu décalées, soit déjà le télétravail. Les entreprises étaient principalement dans des lieux un peu de concentration de bureaux comme la Défense. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner un petit peu les nouvelles pratiques. Et sachez qu'il y a le forum Promobilité qui tient la semaine prochaine, le 22 novembre, où voilà, toutes ces questions-là de déplacement, de mobilité pour les salariés dans les entreprises vont être abordées. Ensuite, la région a elle-même expérimenté assez tôt le télétravail. En fait, on a déménagé en 2018, je crois. Et du coup, on était en centre-ville, enfin au centre de Paris, et on a déménagé en proche banlieue à Saint-Ouen. Et donc, dans le cadre de ce déménagement, la région a mis en place un télétravail de 2 jours par semaine, ce qui à l'époque était quand même assez novateur. Aujourd'hui, ça paraît plus normal, mais ça n'était pas le cas. Et avec la possibilité de télétravailler en tiers-lieu, ce qui l'était encore plus et qui l'est encore un peu. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce recul-là, nous, en tant qu'organisation. Donc je sais que bon là c'est plutôt les ressources humaines qui gèrent ça, mais du coup je sais qu'il y a eu pas mal de retours sur cette expérimentation-là. Et bon, clairement, on voit qu'il y a encore du travail pour démocratiser le télétravail en tiers-lieu.
Et pourtant, avec l'accélération voilà, des pratiques du télétravail qu'on a connues, on voit bien les limites quand même du télétravail à domicile. Pour des questions d'installation, de confort et aussi parfois de connectivité. Donc c'est vrai que bon, c'est moins le cas, mais la question de la connectivité Internet peut quand même encore se poser dans certains endroits. Et aussi bon, les questions d'isolement social. Voilà, c'est vrai que de passer sa journée chez soi, toutes ces journées chez soi, ça, voilà, on a tous vécu ça et c'est pas, voilà, ça peut rapidement être difficile. Donc, c'est pour ça on s'est investi sur la question des tiers-lieux, qui est vraiment une solution à disposition des employeurs et des salariés, et qui sont aussi un atout pour les territoires, au-delà juste de l'accueil des télétravailleurs. Alors, c'est vrai de manière plus répandue, en fait, pour l'instant, c'est beaucoup des lieux de travail pour les indépendants. L'idée, c'est voilà, de pouvoir les ouvrir davantage aux télétravailleurs, et donc on va y revenir. C'est aussi des lieux de médiation numérique. Donc, comme je le disais, il y avait des questions de connectivité au départ, mais aujourd'hui, on a aussi des questions d'usage. Alors, même si tout le monde a Internet chez soi, de savoir utiliser correctement un ordinateur, un smartphone, enfin c'est pas voilà et de développer ces usages en ligne, c'est pas forcément facile pour tout le monde, et donc les tiers-lieux c'est aussi un outil pour accompagner les usages. Ça peut l'être. Après voilà, un tiers-lieu c'est très protéiforme, donc on peut mettre beaucoup de choses, et donc ça voilà, ça revient à des lieux de vie, d'animation économique, mais aussi sociale, culturelle. Enfin, on peut vraiment, comme le disait Anne-Sophie, c'est vraiment un outil de revitalisation des territoires, et on voit de plus en plus un intérêt des petites communes sur ce type de projet. Donc la région Île-de-France a mis en place un programme de soutien pour la création de tiers-lieux. Donc ce programme existe depuis assez longtemps, mais là sa forme actuelle date de 2016. Donc c'est un appel à projet. Donc nous on a un appel à projet annuel, voilà, avec un budget de 2,5 millions d'euros pour soutenir la création de tiers-lieux. Donc on participe aux investissements de l'aménagement et d'équipement des espaces. L'idée après qu'ils puissent être pérennisés avec leur propre modèle économique, mais en tout cas voilà, on facilite l'installation. L'objectif là, c'est vraiment d'avoir un maillage du territoire, donc pour accompagner justement les territoires dans l'accueil de ces nouvelles formes de travail, les formes de travail à distance, le travail plus collaboratif. Voilà, selon les territoires, on peut répondre à différents besoins avec les tiers-lieux. Donc en Île-de-France, donc là, en 2022, du coup, entre 2016 et 2022, on a soutenu à peu près 200 projets de tiers-lieux avec un budget d'environ 15 millions d'euros de subventions. Et donc, je ne sais pas si on voit la carte, mais j'avais mis une illustration. Donc en fait, voilà, la cartographie des tiers-lieux franciliens. Alors là, c'est pas que les tiers-lieux, hein. On va au-delà, puisque l'idée c'est aussi pour la région de faire connaître les espaces de travail disponibles à proximité des franciliens. Donc la cartographie dans la question des tiers-lieux, c'est un vrai sujet qui revient très souvent. Qu'est-ce qui existe en fait? Parce que on a vraiment des projets un peu qui peuvent émerger tout seuls parfois, donc qui sont pas forcément très bien connus des élus locaux. Enfin, donc voilà, il y a un vrai sujet de qu'est-ce qui existe. Donc là, on a sur Smart Work, donc ça c'est une cartographie qui donc, recense les lieux de travail. Donc on a aussi par exemple les bibliothèques. C'est pour ça que le chiffre monte vite, parce que comme vous le voyez, l'idée c'était de classer par usage. Donc, on voulait à la fois répondre aux télétravailleurs qui cherchent où travailler, aux entrepreneurs qui cherchent où être accompagnés,
aux artisans aussi, artistes qui cherchent à produire, et aussi aux étudiants qui voilà, cherchent un endroit donc pour travailler. Et voilà, parce que c'est vrai que pendant la crise, on a vu que tout le monde était vraiment touché par l'isolement. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu là être très exhaustif dans les lieux de travail. Donc là, on en recense plus de 1000. Mais en gros, en Île-de-France, on fait un travail de recensement avec l'Institut Paris Région, qui est l'Institut d'urbanisme, et on recense à peu près 1000 tiers-lieux. Donc là, sur Smartwork, donc, qui est du coup un autre outil que la région a mis en place, on a plus que ces 1000 tiers-lieux. Mais voilà, et donc on constate quand même bon, une concentration bien sûr sur la métropole parisienne, puisque là aussi voilà, on a des espaces de coworking. Alors les usages sont très différents entre ce qu'on peut avoir en métropole dense et ce qu'on pourrait avoir dans des zones beaucoup plus reculées et rurales. Donc on a vraiment une grande diversité d'espaces, de projets. C'est assez intéressant. Enfin là-dessus, si voilà, je vous invite peut-être à regarder. Donc sur l'Île-de-France, on a l'Institut Paris Région qui fait des études, mais vous pouvez regarder dans toutes les régions. Il y a des réseaux régionaux de tiers-lieux qui mettent en lumière les projets, qui essayent de les recenser. C'est vraiment une problématique qu'on trouve sur tout le territoire français. Et il y a le réseau national de tiers-lieux qui s'appelle France Tiers-lieux, qui aussi fait un gros travail de mise en lumière de ces espaces et de pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne, d'accompagnement des porteurs de projets. Voilà, donc nous, on essaye de travailler en bonne intelligence tous ensemble, puisque l'État a aussi des programmes de soutien à la création de tiers-lieux. Et donc, pour conclure, je voudrais peut-être sur juste les défis un peu. Enfin, il nous reste encore beaucoup de défis à relever pour soutenir le télétravail en tiers-lieu, parce que voilà, c'est encore un usage qui est assez peu développé. Même si, enfin, comme on le voit nous à la région, même si l'employeur fait l'effort de le mettre à disposition, il y a un gros travail de pédagogie à faire pour expliquer quels sont les avantages, faire connaître les espaces, continuer à mailler le territoire pour qu'il y ait de plus d'espaces possibles à proximité, parce que voilà, on va pas faire même une demi-heure de route pour aller en tiers-lieu. Il faut vraiment que ce soit des espaces proches. Et donc, on participe alors à la région, mais bon voilà, ce sera des travaux de toute façon publiés nationalement. Avec France Tiers-Lieux, à une étude justement sur le télétravail en tiers-lieu qui devrait être publiée là d'ici peu. Malheureusement, on aurait voulu les faire intervenir et du coup, Oui. comme les travaux n'étaient pas finis, ça n'a pas pu être le cas. Mais je pense que ce sera vraiment intéressant avec des cas d'usage. Il y a eu des expérimentations dans 4 territoires, dont l'Île-de-France, mais pas seulement. Il y a eu la Drôme, l'Auvergne. C'était vraiment réparti sur l'ensemble de la France. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de débloquer, de trouver les blocages et de trouver les solutions pour que les tiers-lieux soient aussi en capacité d'accueillir convenablement les télétravailleurs, répondre à leurs enjeux, parce que un télétravailleur et un indépendant, c'est quand même des clients, des personnes qui ont des besoins différents. On participe aussi à des travaux de recherche en Île-de-France avec le laboratoire Lability. Donc je le cite parce que voilà, vous puissiez éventuellement regarder, donc avec l'université Gustave Eiffel. Donc c'est des travaux qui ont été lancés suite au Covid pour évaluer les impacts du Covid sur différentes problématiques, dont les pratiques du travail et les lieux du travail, les questions de déplacement. Donc c'est des travaux de recherche, donc c'est un temps un peu différent par rapport à l'action publique, mais c'est intéressant, ça nous permet d'avoir un peu de prospective et d'aller un peu plus loin. Donc les travaux sont en cours et devraient se finir aussi là en mars 2023. Donc ça va être aussi des informations intéressantes sur lesquelles on pourra se baser pour continuer à soutenir le développement du télétravail et de son impact dans les territoires.
Et enfin, dernier point, en Île-de-France, on a mis en place un appel à candidature avec donc les investissements territoriaux intégrés. Donc c'est des fonds FEDER, donc il faut regarder ce qui se fait dans les autres régions, hein. Toutes les régions globalement quand même s'investissent sur le sujet des tiers-lieux. Et l'idée avec donc cet appel à candidature, c'est de sélectionner des territoires donc à l'échelle des EPCI pour les accompagner sur différents projets et notamment des projets de tiers-lieux. Voilà, donc je le mentionne parce que c'est à destination des territoires et on est bien conscient que il y a besoin d'accompagner, il y a besoin de financement pour porter ces projets, pour qu'ils répondent aux besoins et que voilà, on loupe pas la cible. Donc voilà, on met en place des actions en espérant que ça porte leurs fruits. Merci beaucoup, merci Julia, merci beaucoup. Alors, j'avais oublié de préciser, on fera un petit temps de questions-réponses après la première table ronde. Donc, je propose de passer la parole à Thierry Louzon, élu à Fonsorbe. Bonjour Thierry. Bonjour. Est-ce que vous pouvez voilà, nous faire part en fait de la jeunesse de votre projet à Fonsorbe? Et puis j'ai envie de dire aujourd'hui comment vous voyez évoluer les pratiques là, après le confinement. Je sais qu'il y a de nouveaux clients entre guillemets dans votre tiers-lieu après le confinement, des nouveaux usages. Merci. D'abord la genèse de ce tiers-lieu, c'est-à-dire que nouvellement élu en 2014, on s'aperçoit qu'il y a un local qui est utilisé par des associations et on voit que ce local n'est pas du tout aux normes. Donc on demande à l'association on lui trouve un autre local pour déménager de ce lieu. Et les élus, vu l'état des finances, quand on reprend la mairie, on se dit bon, on va essayer de le vendre. Et vu l'importance des travaux de ce lieu, bien sûr, aucun acquéreur est trouvé. Et donc en 2018, il y a la communauté de communes qui décide de faire une étude sur la possible installation de tiers-lieux sur le territoire. Et c'est Relais Entreprises qui est chargé de cette étude. Et il s'avère que le bassin de vie de Fonsorbe présente une possibilité d'ouverture de 10 bureaux parce qu'il y a beaucoup de télétravailleurs. C'est sûr qu'on est à 20 km de Toulouse et qu'on est plus dans une zone aéronautique. Donc on a pas mal d'ingénieurs, aussi bien herbusiens que thalésiens. Donc c'est fait que ces gens-là ont des possibilités de télétravail évidentes. Donc on s'est dit sur le télétravail, donc c'est vraiment une opportunité. Donc en 2018, on demande à faire un état des lieux. C'est un bâtiment qui est ancien, qui se trouve dans un centre commercial de 15 logements, de 15 commerces, qui est au premier étage. C'est un ancien restaurant, donc un lieu un peu très, très vieillissant, si on peut dire. Et on se dit, si on peut rénover ce lieu-là, déjà d'abord on aura un bâtiment rénové et neuf de 215 mètres carrés, et en plus on créera une dynamique, c'est-à-dire on rapprochera l'emploi de l'habitat, en plus on développera ce petit centre commercial où il y avait des commerces fermés, qui aujourd'hui, il n'y en a aucun. Hein. Tout est pris aujourd'hui. Ça fait partie des leviers, mais j'avance peut-être un peu trop vite. Et donc c'est cette rénovation, on fait l'estimé, on trouve un archi que Relais Entreprises nous préconise parce qu'ils avaient déjà fait un relais auparavant. On analyse les offres et on en parle autour de nous, aussi bien aux maires qu'au préfet, que le sous-préfet. Le sous-préfet trouve le projet très novateur et disent qu'ils sont complètement pour cette non-mobilité. Et donc ils disent, nous, moi je m'engage dans le DETR à vous faire une subvention de 40% du projet. Voilà. Donc ça aide quand même beaucoup à accélérer le projet de tiers-lieu. Et donc, on le met en place et en décembre 2019, mais on arrive presque à la période Covid, c'est-à-dire à peine mis en place,
qu'au mois de février-mars, on peut dire, on commence déjà la période Covid. Mais on a quand même des télétravailleurs qui sont présents dans le lieu. On a une obligation de sanitaire, hygiène, etc. Donc on a mis un service de nettoyage interne, c'est-à-dire c'est le personnel de la mairie qui vient tous les matins nettoyer. Là, on a supprimé la location à la demi-journée, on ne prend que des locations de journée. Et donc on continue à vivre, à faire vivre ce lieu. Ce qui nous permet aussi, le service nettoyage, de voir comment le lieu fonctionne. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on sait tout de suite ce qui ne va pas bien. On n'a pas besoin de quelqu'un en permanence sur le lieu, comme on peut dire. C'est-à-dire en charge, on a 0 charge à part le bâtiment lui-même et ses fluides. Et bien sûr ses connexions Internet. Donc ça voilà. Et donc la genèse, donc on s'aperçoit que tous les commerces, on invite bien sûr les commerces à venir visiter le lieu, etc., à en parler. Tout le monde trouve ça ravissant, très clair, beaucoup de luminosité. Faut vous montrer des photos. Je ne sais pas s'il y avait quelques photos, qu'on voit des photos. Ouais. Insonorisé. Alors voilà, on a porté plusieurs. Donc maintenant, je vais partir plus dans la conception du lieu. On a fait plutôt des efforts sur la domotique. La domotique pour tout ce qui est éclairage, chauffage, climatisation. Des accès à distance, donc une domotique de serrure connectée qui permet de l'allocation d'ouvrir et fermer les bureaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans un bureau qui n'est pas loué, qui ne nous appartient pas, qui n'a pas été loué par le bon locataire. Donc tous ces systèmes-là, bien sûr, évitent la présence de personnes et aussi permettent de gérer à distance le lieu. Et la présence humaine reste pour nous moi je fais des réunions aussi, des petits déjeuners mensuels ou trimestriels pour animer le lieu. Mais le lien vraiment, je fais bien sûr des réunions aussi avec des clubs d'entreprise, on fait des réunions avec des commissions même de la mairie, j'essaye de les faire là. Il y a d'autres façons de réunir, de faire vivre le lieu. L'avantage, là, pour l'instant, il n'est pas... C'est ce qu'on disait, on n'a pas mis de décoration parce que il manque un peu peut-être de décoration, mais c'est neutre. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que les gens, quand ils reçoivent, supposons des clients, quand j'ai des télétravailleurs, et des fois ils reçoivent des personnes dans ce lieu, c'est accueillant, il y a un petit accueil, c'est clair, c'est insonorisé, ils se sentent à l'aise. Et ça, c'est quand même une partie, c'est-à-dire qu'on vend la location rien qu'à la visite, quoi. Les gens se l'approprient. Donc ça, c'est quand même un point important de savoir bien gérer l'esthétique et oser aller au-delà des petits travaux d'un bâtiment ancien qui n'a pas d'âme, à faire un bâtiment un peu plus actuel aussi. Nous, on a mis du bois, toutes les chaises sont raccables pour le ménage, quoi. Il y a plein de petites choses de tous les jours qu'on peut améliorer, qui a été étudié, moi, c'était des volontés, parce que je suis en contact, je suis élu, donc je prends l'avis aussi des personnes, des agents en poste. Le choix aussi de convaincre aussi ce tiers-lieu auquel personne ne connaissait à l'époque, qu'est-ce que c'était vraiment, qu'est-ce qu'on voulait faire, convaincre les élus de la majorité et de la minorité, dire que c'est quelque chose qui va de l'avant. Nous sommes la seule commune, je crois qu'on est toujours la seule, ah non, une autre commune, on était la seule commune à avoir un tiers-lieu, c'est-à-dire financé par nous et qui nous appartient. Beaucoup, c'est des communautés de communes. Et là, il y en a un autre qui vient d'ouvrir à 15 km de chez nous, qui a repris notre exemple, qui est venu nous voir, qui est venu prendre référence sur ce qu'on avait mis en place, sur le télétravailleur. Alors la cible, c'est souvent des télétravailleurs, mais aussi pas mal d'indépendants. Il y a des indépendants qui ont le lieu, qui ne veulent pas travailler chez eux, ça c'est clair, qui veulent une synergie, c'est-à-dire nous, il y a un petit coin tisanerie, il y a aussi bien le micro-ondes, parce que pendant le Covid, on a mis un micro-ondes pour qu'ils puissent manger sur place, parce qu'il n'y avait pas de restaurant ouvert. Il y a un petit frigo, bien entendu, pour qu'ils puissent conserver les aliments. Et ce petit espace de convivialité a fait créer aussi un maillage en disant
d'autres télétravailleurs disent bah, viens là, nous j'ai trouvé un bon lieu. D'abord, les locataires m'ont dit oui, celui-là, moi j'en avais un qui était plus proche de chez moi, mais celui-là il est plus sympa, il est plus récent et on se sent mieux ici que celui qui est à côté. Ils n'ont pas fait les bons frais. Après, c'est de la récup. Il dit nous, on préfère vivre dans un lieu un peu valorisant, voilà. Donc c'est faut savoir faire vivre ce lieu. Et aujourd'hui, vous disiez, pardon, je vous interromps, mais j'y pense, vous disiez qu'il y avait, je crois, une entreprise qui s'appuie aujourd'hui sur votre tiers-lieu. Donc il y a des nouveaux usages en fait qui sont venus après le confinement que vous voyez, que vous constatez aujourd'hui. Là, on a eu deux cas cette année un peu pour nous complètement novateurs. On a le premier cas où un chef d'entreprise a son épouse qui a été mutée proche de Toulouse, quoi, pas loin de chez nous. Et donc lui, en tant que chef d'entreprise et actionnaire, il a dit je voudrais suivre mon épouse. Donc il a mis en place, c'est une entreprise de Chartres, il a mis en place avec son associé en disant moi je vais prospecter aussi sur Toulouse. Donc il a recruté une employée qu'il a mis dans le tiers-lieu. Et donc il va faire une petite agence sur Fonsorbe. Il a mis cette personne-là. Donc lui il travaille, il est entre Chartres pour l'instant et Fonsorbe pour finaliser les choses, parce qu'il y a un présentiel qui est un peu obligatoire aussi sur certaines choses, sur Chartres. Mais il reste au moins la moitié du temps sur Fonsorbe avec son employée qui est là à plein temps par contre, elle. Donc il a créé ça. J'ai une autre entreprise qui avait créé une délégation régionale dans son pavillon. Et puis cette délégation a pris de l'ampleur. Il a commencé à installer un salarié chez lui, puis un deuxième salarié. Puis il a dit mais non, je ne veux pas vivre chez moi avec du travail, ça ne me va pas du tout. Surtout que j'ai des salariés. Et donc ils viennent cette année de prendre 2 bureaux chez nous à l'année pour tout ce qui est direction commerciale et régionale de cette agence. Et donc maintenant, ils ont leur boîte aux lettres bientôt, comme je veux dire, alliés, mais physiquement, ils sont en train de faire les transferts. Et donc voilà, c'est vraiment pour nous des choses qu'on ne pouvait pas envisager. Alors, plusieurs choses sympathiques, c'est je garde une entreprise qui est une antenne régionale qui est sur mon territoire, donc c'est quand même valorisant aussi quand même de faire connaître le lieu, surtout qu'on était plus une ville dortoir qu'une ville économique. Donc moi, l'activité, c'était mon rôle d'adjoint au maire, développement éco. Donc je garde ça, je crée des emplois, c'est des emplois supplémentaires qui sont sur le territoire, ce qui n'est pas neutre non plus, et une vie complète, c'est-à-dire que les commerces connaissent les télétravailleurs, connaissent les gens qui sont dans ce tiers-lieu. Les tiers-lieux connaissent, les locataires connaissent tous les restaurants qu'il y a sur la commune, connaissent tous les lieux, des boulangeries, etc. parce qu'ils vivent sur le lieu. En fin de compte, c'est une dynamique économique évidente. Et puis, une vie, j'allais dire, d'un local vide utilisé par une association, il devient un local qui est, j'allais dire, pour certains, qui commence à 7 h du matin, qui finissent à 21 h, donc qui est toujours en vie. Il y a une vie, il y a une... Voilà. C'est-à-dire que c'est un local qui était ancien et ne servait pas. Aujourd'hui, j'ai tous les paramètres au vert, quoi. Tout est gagnant-gagnant. Et je n'ai plus de local commercial vide. De locaux commerciaux vides. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir d'entendre tout ça parce que c'est vrai que ça faisait partie des externalités qu'on avait identifiées donc déjà en 2014 et on les voit concrètement se réaliser. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup Thierry. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions en ligne. Après, c'est sûr que alors, comme nous a aidé, petite chose quand même, quand l'État nous a aidés, on avait demandé à la région à l'époque, donc rien n'existait. Mais le département a dit, mais oui, mais là, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, quoi. Et ils se sont dit, c'est bête vous êtes novateurs sur quelque chose et nous, on n'est pas présents. Et donc, ils ont décidé de nous aider sur le mobilier du tiers-lieu en disant, voilà,
Faites qu'il y ait du coworking aussi, on avait un petit espace de coworking. Faites qu'il y ait ce lieu-là pour qu'on puisse vous aider aussi là-dessus. Donc on a eu une petite, je crois qu'on a eu 30 000 euros pour le mobilier, ce qui n'est pas neutre. C'est-à-dire que voilà, c'est de dire, voilà, maintenant la région est, bien sûr, on est tiers-lieu d'Occitanie, maintenant on est référencé, labellisé. Maintenant la région aussi nous aide aussi à continuer notre projet, c'est-à-dire aussi à créer des événements. Nous, c'est surtout des réunions du club qu'on fait. On est aussi centre de formation. La salle de réunion a été référencée comme centre de formation, c'est-à-dire qu'ils ont été inspectés, cette entreprise de formation a été inspectée et a été validée comme son lieu de formation, qui n'est pas neutre non plus. Et il loue à l'année, hebdomadairement, la salle de réunion, plus 1 ou 2 bureaux suivant, parce qu'ils font des entretiens aussi individuels, etc., des formations propres. Et l'entreprise là que je côtoie maintenant, parce que quand même ça devenait un locataire important aussi, et aussi très très organisé. Donc je sais quand il loue la salle pour pouvoir la présenter à d'autres ou aussi moi pouvoir l'utiliser. Moi, je fais aussi mes réunions de porteurs de projets, comme je suis développement éco. Dès qu'il y a un projet sur la commune, je les reçois au tiers-lieu, et des fois ils peuvent commencer là, ce qui est arrivé déjà. Et ils ouvrent le bureau dans le tiers-lieu, et après ça leur permet aussi de recevoir leurs fournisseurs ou leurs contacts. Voilà. Donc voilà. C'est une nouvelle dynamique, mais quand même la dynamique de départ, c'est vous qui l'avez lancée. On voit toute l'implication que vous avez eue sur ce projet. Il y a une question en ligne. Selon vous, votre démarche est-elle accessible, applicable à toute autre commune? Ah oui, tout à fait. C'est plutôt une volonté, c'est vraiment une volonté. Il faut avoir une volonté politique. Alors moi, j'ai été, on est une commune, on a créé un mouvement citoyen, donc on a plutôt, voilà, c'est pas partisan, on n'est pas partisan en disant, voilà. Et tous les élus ont été derrière, ont soutenu le projet. Voilà, j'ai été, et après, émerveillé des lieux. Donc, et ça nécessite une implication au départ, au démarrage, mais aussi dans le temps, on le voit bien. C'est qu'une volonté. Après, une fois qu'on a la volonté, ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait une autre question dans la salle. Oui. Oui, merci. J'ai 2 questions en fait. Une qui s'adresse plutôt à la région Île-de-France, qui n'en a pas parlé alors que vous, monsieur, vous l'avez un petit peu dit. C'est la question de l'animation des tiers-lieux. Est-ce qu'il faut que ces tiers-lieux disposent de quelqu'un ou de quelqu'un à plein temps ou pas à plein temps, mais qui anime le lieu, qui organise des choses? Et la deuxième question, qui m'intéresse, c'est le modèle économique. Est-ce que le fait d'avoir des bureaux toujours pleins suffit à avoir un modèle économique, ou est-ce qu'il faut compter aussi sur des subventions publiques ou autres? Alors, sur l'animation, c'est vrai que ça participe à la vie du lieu et à sa dynamique. Donc, nous, on conseille plutôt d'avoir une animation. Après, il y a des... Enfin, je sais pas, ce sera intéressant de voir, Monsieur Valentin, non, pardon, Monsieur Louzon, si vous avez... comment est animé votre lieu, mais nous c'est vrai qu'en général on voit voilà, que ça fonctionne bien quand il y a quand même quelqu'un pour animer, et des horaires d'ouverture assez larges en fait. C'est aussi ça qui est important pour accueillir les travailleurs. Après, tout à l'heure dans la table ronde suivante, il y aura le modèle de rayon où justement l'idée c'est d'expérimenter des espaces sans animation. Donc, pas sans animation, mais sans personnel, donc sur place. Mais voilà, je laisserai du coup la deuxième table ronde de développer le sujet. Après, faut qu'il y ait une dynamique qui se crée dans le lieu. Donc, si elle arrive à se créer, à s'auto-alimenter, il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un.
Mais en tout cas, il faut quand même lancer la machine, je pense. Je me rappelle plus de la deuxième question du coup. C'était sur le modèle économique, mais en fait, ce que je propose, parce que je vois l'heure qui tourne aussi sur cette deuxième question, on pourra peut-être l'aborder après la deuxième table ronde si ça vous va. Ouais, ok. Moi, vite fait, moi, donc, j'ai pas prévu du tout de personnes sur le lieu. Après, il y a des présences qui se font, ou des réunions, donc ça anime le lieu. Et alors, nous, on est à un taux de remplissage à peu près, là, sur l'année passée, qu'on était proche de 80% pour les salles, beaucoup moins pour la salle de réunion. Nous, on est rentable. Je veux dire, ce qui nous a impacté, malgré tout, c'était le ménage Covid, hein, parce qu'on a eu un temps supérieur à un ménage normal, quoi. Mais on reste rentable, et cette année encore plus, parce qu'on a encore augmenté notre part de remplissage. Sans compter toutes les externalités en plus. Hein, et en plus, la gestion, donc on a donné la gestion à Relais Entreprise pour tout ce qui est location, parce qu'il y a aussi tout ce qui est réseau, hein, réseau Relais Entreprise, ce qui nous fait aussi une approche différente. C'est-à-dire que s'ils ont un locataire qu'ils ne peuvent pas placer, ils peuvent le mettre aussi sur un autre lieu. Et ça, c'est un plus aussi, même si c'est pour une journée ou 2 journées par mois, c'est suffisant pour rentabiliser un lieu, quoi, un bureau vide, voilà. Nous, on a 7 bureaux, 5 simples et 2 doubles, et un peu coworking, quoi, celui-là. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Ça permet de faire la transition avec la deuxième table ronde, et avec notamment les témoignages donc, de Dominique Valentin de Relais d'entreprise, qui vous a accompagné sur ce projet-là, de Clément avec Rayon. D'ailleurs, Clément, si tu peux commencer à nous présenter le modèle de Rayon dont on a déjà un peu parlé, et puis Nathanaël de Néo-Nomade. Bonjour, merci de m'avoir invité, ravi de participer à cette table ronde. C'est vrai que Rayon, c'est né... juste pendant le Covid, une réflexion qu'on a menée avec Nexity sur cette accélération des besoins de télétravail, qu'on avait déjà pressenti et qui était déjà bien ancré et sur lesquels on travaillait depuis longtemps. Et le constat, c'était de se dire qu'il manquait beaucoup d'espaces professionnels de qualité, notamment en Île-de-France, que le maillage territorial n'était pas encore au rendez-vous. Et du coup, on a travaillé sur ce projet Rayon qu'on est venu proposer à la Banque des Territoires qui nous a dit go, on y va. Rayon, c'est une start-up institutionnelle, j'aime bien prononcer ces 2 mots ensemble. Notre objectif, c'est de vraiment tester une appétence, un usage de coworking tiers-lieu de qualité dans des petites villes périurbaines autour de Paris. Peut-être que je vais vous montrer quelques photos, comme ça sera... Donc ça, c'est un slide qu'on connaît tous par cœur, les fameux 1h28 en Île-de-France. Et aujourd'hui, on a, évidemment, on s'appuie sur le télétravail. Ce qui est important, c'est de se dire que aujourd'hui, les espaces périurbains de coworking répondent pas forcément aux besoins des télétravailleurs, notamment des cadres. On tombe souvent sous des espaces qui sont pas forcément bien isolés, qui sont avec beaucoup d'espaces communs, pas forcément de petites salles de réunion, pas forcément de phone box pour faire ses coups de fil, des qualités d'assises qui sont pas forcément au rendez-vous. On a vraiment voulu aller assez loin. Peut-être la photo après, tac, on va avoir quelques photos, voilà. Et donc, on a travaillé vraiment sur des espaces qui sont design, avec des sièges qui sont top. On a des doubles écrans. Donc, on va vraiment très loin dans l'offre Rayon pour que les cadres se retrouvent comme mieux que chez eux, c'est mieux qu'à la maison, et aussi bien que s'ils allaient à leur siège dans leur entreprise. Donc nous, l'offre, elle est à l'heure, donc ça commence par 1 heure. On peut vraiment aller réserver sur l'application Rayon, avoir un petit code barre qui apparaît, rentrer dans un rayon en ayant payé par carte bleue, et commencer à partir d'1 heure, heure creuse 2 €, heure pleine 4 €. Donc c'est vraiment cette granularité à l'heure près qui nous intéresse. Et puis après, il y a des forfaits de 5, 25 jours par mois pour les plus gros consommateurs de
d'espace. Voilà, aujourd'hui, on a déployé 5 espaces, donc depuis le mois de juin, on est assez rapide. Orly, Vitry, La Garenne-Colombes, Vincennes, et j'en ai oublié un, Melun. Et on va bientôt ouvrir sur Issy-les-Moulineaux, Courbevoie et Antony. Voilà. Donc c'est un super projet incubé par Morning que je dirige avec une petite équipe de 10 personnes et on avance très vite et les espaces sont très agréables, très bien accueillis par les collectivités, les riverains. Et maintenant pour nous le sujet c'est de les remplir, c'est de trouver notre marché et donc on s'active énormément à bien se faire connaître de la population locale. Nos premiers clients, vraiment, c'est évidemment les freelances, les auto-entrepreneurs qui habitent à moins de 10 minutes. Et on travaille les cadres qui sont en télétravail pour les faire sortir de chez eux et d'aller tester le rayon du coin pour travailler dans des meilleures conditions et casser aussi cette solitude du télétravail qui est, on l'a tous connu, quand même assez pesante. Rester toute la journée tout seul, pas déjeuner avec quelqu'un, pas prendre un café avec un autre professionnel, c'est pas forcément évident. Et puis le cadre aussi. Je dis souvent en fait, quand on va faire du sport, bah, on pourrait faire du sport devant sa télé, mettre quelqu'un qui nous donne du punch et voilà. Mais en fait, on a envie d'aller dans une salle de sport parce que ça nous entraîne, ça nous donne une dynamique. Et ben, c'est un petit peu ça aussi Rayon. C'est aussi se retrouver dans un cadre où on a envie de bosser. Et donc, c'est ça qu'on essaie de transmettre. Oui, vous pouvez peut-être mettre quelques photos. Donc voilà, ça je l'ai un petit peu dit. Vous voyez, c'est des espaces quand même qui sont très sympas. Ça, c'est les actionnaires. Voilà la petite carte des espaces ouverts et qui vont ouvrir. Donc, pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est qu'on teste. On teste aussi bien des localisations proches et loin de Paris. On teste des endroits à côté des gares ou dans des zones de pur logement ou un peu plus commercial, pardon. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester, de voir ce qui fonctionne le mieux et derrière de pouvoir déployer non seulement en Ile-de-France, mais aussi sur tout le territoire, d'avoir la vraie recette qui pourra fonctionner. Et donc là, on arrive peut-être sur un sujet qui était posé, qui était le business model. Aujourd'hui, sur Rayon, on a un premier coût qui est l'investissement. Donc on doit faire des travaux, on met du mobilier de qualité. Donc pour donner des ordres de grandeur, on va avoir des investissements qui sont entre 500 et 800 euros du mètre carré pour un espace. On est sur des espaces de 130 à 200-300 mètres carrés. On essaie de pas trop s'envoler sur les mètres carrés pour l'instant. Et après, on a le loyer, évidemment, à payer, et les fluides, le ménage, etc., etc. On n'a pas de personnes sur place. On essaie de travailler avec les premiers clients pour qu'ils soient nos ambassadeurs et avec lesquels on communique pour que l'espace vive bien. Et puis on passe régulièrement s'il y a des bobos dans les petits problèmes dans les espaces pour les réparer. Mais l'objectif, évidemment, c'est que le business model ne tient pas si on a une personne full-time qui s'occupe de l'espace. Donc là aussi, on va travailler potentiellement avec la mairie, avec des associations locales pour essayer aussi d'animer l'espace et donner le plus de vie possible. Voilà un petit peu pour Rayon. Ravi de répondre à vos questions. Et c'est le début, donc ça fait à peine 6 mois qu'on a ouvert le premier. Donc on ne sait pas encore à quel point on va trouver notre point d'équilibre. Et c'est tout l'enjeu en ce moment, c'est de remplir et d'arriver à ce bon point d'équilibre financier pour voir si on est capable de déployer très vite partout. Voilà. Merci Clément. Donc vous voyez, là, on est vraiment sur un lieu de proximité en centre-ville qui se veut donc dédié au travail à côté de chez soi, mais pas au bureau. Donc pour éviter aussi les déplacements pendulaires dont on a parlé, donc les plus d'1 heure en Ile-de-France, mais je sais que voilà, dans d'autres régions, c'est un peu du même acabit, même si en Ile-de-France, c'est encore plus élevé que dans d'autres régions. Toutes les questions, on les prendra après. Je vais laisser la parole à Dominique Valentin de Relais d'entreprise, parce que par rapport justement à ce sujet des déplacements, et typiquement, nous, ce qui nous a aussi beaucoup motivé sur ce sujet-là, c'est comment finalement limiter l'impact CO2 des déplacements pour les déplacements pendulaires. Je pense que Dominique, tu as une vraie réponse aussi par rapport à ça. Donc,
je te laisse témoigner. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc Relais Entreprises, ça fait 10 ans qu'on tient ce discours, 10 ans cette année où on dit que la mobilité la plus rapide, la moins coûteuse, la moins fatigante, la moins polluante est celle qu'on ne subit pas. Et on a même cette phrase qui dit qu'il faut remplacer cette mobilité subie à 7 lieues, 28 km, qui est la moyenne des déplacements pendulaires, par une mobilité choisie à 2 pas. Ça nous a permis d'introduire un peu cette notion, non pas de télétravail, mais une notion de proxy-travail. Et je laisserai à Rémi Lasset, j'ai vu qu'il était parmi les participants, la paternité de ce terme qui permet de bien comprendre que le télétravail, ce n'est pas qu'à la maison. Et c'est vrai que nous, on déplore souvent que quand on parle du principe du télétravail, on montre toujours ces personnes qui travaillent à la maison. Et même le gouvernement, d'ailleurs, ne nous aide pas lorsqu'ils invitent les entreprises à autoriser le télétravail le vendredi pour ne plus chauffer les bureaux et faire en sorte que les collaborateurs restent chez eux. Donc voilà, donc ça amène beaucoup de débats. Et quand on a, nous, commencé il y a 10 ans à déployer, à la fois accompagner les collectivités territoriales comme la commune de Fonsorbe, mais un peu d'autres communes et communautés de communes partout en France, on avait vraiment envie de pouvoir proposer cette alternative à la mobilité subie en proposant des espaces proches du domicile. Donc, ce qu'on a un peu appelé les lavoirs numériques des temps modernes. Donc, ces espaces relais des salariés des entreprises, d'où le S à entreprise, qui est souvent oublié, mais c'est relais des salariés des entreprises. Et on s'est dit, OK, mais à partir du moment où on a un vrai impact sur la réduction des mobilités, est-ce que cette réduction des mobilités ne pourrait pas être valorisée? On parlait tout à l'heure de la valorisation des externalités positives. Thierry Louzon a évoqué l'impact sur les commerces. Et là, nous, on a pu mesurer le fait qu'il y avait un impact sur l'environnement. Mais le dire, c'est bien. Le monnayer, c'est mieux, puisque la valorisation n'existe qu'à partir du moment où il y a un flux financier. Et on a donc, dans un premier temps, signé une convention avec EDF qui, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, valorise des kilowattheures non consommés par les salariés qui, plutôt que de prendre leur voiture ou prendre des transports pour aller vers leur entreprise, vont, à proximité de leur domicile, utiliser un espace du réseau Relais Entreprises, puisque je rappelle que Relais Entreprises, au-delà de son bureau d'études, est une enseigne dite volontaire. C'est-à-dire qu'on fédère aujourd'hui plus d'une centaine d'espaces un peu partout en France qui ont leur propre identité. D'ailleurs, Thierry Louzon ne l'a pas précisé, mais son espace s'appelle l'Étape. Il est relais d'entreprise de Fonsorbe, comme on peut en avoir en Bretagne, à Pont-l'Abbé, qui s'appelle les Bigouda Makers, relais d'entreprise de Pont-l'Abbé, ou dans le Jura. Donc on a effectivement cette logique de réseau, et c'est comme ça que EDF nous a retenus pour valoriser les kilomètres non effectués, donc les kilowattheures, donc les litres de carburant non consommés. Et concrètement, donc EDF verse à l'employeur un éco-chèque la région Occitanie, via son agence qui s'appelle l'AREC, l'Agence régionale de l'environnement et du climat, abonde ses certificats d'économie d'énergie. Pour être très concret, cette valorisation par EDF, elle représente 40 centimes pour 100 km économisés. D'accord? Alors, on pourrait considérer que ce n'est pas énorme au regard du prix d'un loyer dans un tiers-lieu d'activité, dans un espace coworking, mais c'est quand même déjà une première somme que l'entreprise récupère. Et on a voulu ne pas s'arrêter là. Et pendant 2 ans, on a démarré en 2019 pour aboutir en 2021. On a obtenu le label bas carbone du ministère, donc ce qui s'appelle le label bas carbone tiers-lieu. Et là, on est en capacité de valoriser les tonnes CO2 non émises, donc c'est les doubles effets qui se coulent, non-consommation de litres de carburant et non-émission de gaz à effet de serre. Et là, le principe est un peu différent, mais quoi qu'il en soit, la mécanique est la même. C'est qu'on a un élément de preuve comme quoi une personne ne s'est pas déplacée, puisque c'est le contrat de location qui fait qu'on a la preuve que M. Dupont a bien été dans un lieu plutôt que de prendre son transport pour aller dans un autre lieu auquel il aurait été normalement affecté s'il n'avait pas été en télétravail. Et donc, cette valorisation des tonnes CO2 se rajoute au certificat d'économie d'énergie. Et en gros, ça va représenter tout cumulé à peu près 2 € par jour de télétravail. Et on a développé une plateforme qui s'appelle Valor, valo.re, qui permet de piloter cette usine à gaz, sans jeu de mots, parce que c'est vraiment très complexe. Et là, on va rentrer vraiment dans une phase de déploiement un peu plus massive pour justement faire en sorte que cet argent, et c'est d'autant plus d'actualité avec la hausse du prix de l'énergie, on a beaucoup de DRH
qui nous ont dit que cet argent, certes, ça pouvait venir compenser le loyer que l'entreprise est amenée à prendre en charge, alors que le domicile est quasiment gratuit, hein, hormis les indemnisations de 30-40 € par mois. Mais en fait, ils se considèrent, et probablement que Nathanaël en parlera, mais comme ils réduisent leur surface de bureau dans les métropoles, dans les grandes agglomérations, pour mettre en place le flex office, donc ils ont déjà une économie de frais généraux, ce qui leur permet de plus facilement supporter des bureaux déportés pour des collaborateurs. Mais en fait, cet argent, beaucoup d'entreprises, notamment du secteur industriel, vont l'utiliser pour venir compenser la hausse du prix des carburants pour des salariés qui n'ont pas la chance de pouvoir télétravailler, et ainsi réconcilier télétravailleurs et non télétravailleurs et introduire cette notion d'équité sociale par rapport à la pratique du travail à distance. Merci beaucoup Dominique. C'est vrai que voilà, on est en plein dans le sujet hein, quand même, voilà, de réduction de l'impact environnemental en limitant les déplacements pendulaires, mais tout en donnant donc des conditions adaptées hein, au télétravail, comme on l'a bien indiqué avant, avec cette notion de proximité à côté de chez soi. Je vais passer la parole à Nathanaël. Donc de Néonomade, parce que c'est vrai que là, on est en train de prendre aussi un autre regard, c'est-à-dire le regard finalement des entreprises, et finalement les entreprises, le regard aussi, Julia l'avait évoqué, c'est comment s'appuyer sur ce réseau de tiers-lieux, voilà, comment les connaître. Et donc, Nathalie, je pense que tu as pas mal de retours d'expérience là-dessus, en tout cas des témoignages. Oui, merci. En effet, on a pas mal de témoignages. Il faut bien se rendre compte que nous, on a lancé Néonomade il y a un peu plus de 10 ans, vraiment par amour du coworking. À l'époque, il y avait 2 espaces de coworking en France. Aujourd'hui, il y a plus de 1400 lieux qui sont référencés sur notre plateforme. Donc, on a vraiment accompagné la montée en puissance hein, du coworking. Et notre constat depuis le départ, et il est toujours vrai, c'est qu'il fallait faciliter cette visibilité des espaces de coworking auprès des entreprises. Et donc, depuis le début, on a positionné Néonomade comme une plateforme qui rassemble la quasi-totalité des espaces de coworking adaptés au télétravail. Je précise parce qu'en effet, il y a plus de tiers-lieux en France que d'espaces référencés sur Néonomade, mais on se concentre vraiment sur ceux qui sont en capacité d'accueillir des télétravailleurs d'entreprise. Et l'idée, c'était vraiment autour de cette plateforme de pouvoir proposer à la fois aux utilisateurs des solutions, des applis qui permettent facilement de trouver et de réserver des lieux sans avoir à se soucier du paiement de ces lieux. Et puis de l'autre côté, de proposer aux entreprises qui vont donner cette solution à leurs employés une vraie interface qui facilite la gestion de ces lieux, c'est-à-dire de pouvoir sélectionner les réseaux dans lesquels les espaces peuvent aller, mais également de pouvoir mettre des crédits en fonction des équipes, des personnes, des seuils de consommation, vraiment aider l'entreprise à piloter l'usage de ce télétravail en tiers-lieu parce qu'elles ont besoin en fait d'être assurées. Donc c'est vraiment le constat de départ de Néonomade. Si on passe à la slide, à l'image suivante, le cœur du sujet pour nous, je dirais qu'il il est sur cette page. En fait, on essaye d'avoir le maillage le plus large possible, mais derrière ce maillage, qu'est-ce qu'il y a ? Pour moi, il y a 4 réalités. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de mettre en visibilité l'ensemble des tiers-lieux ou des coworking de France. On connaît évidemment les grands réseaux, que ce soit Morning, Regus, WeWork, Wojo, mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, 70% des espaces de coworking en France sont des espaces indépendants. Okay, qui sont souvent des espaces seuls, uniques sur leur territoire, qui n'ont pas la force et la capacité à faire connaître leur marque ou à aller voir des entreprises en leur disant on a des solutions, et même si aujourd'hui ils ont tout pour accueillir ces lieux, les entreprises ne peuvent pas les utiliser seules. Donc le constat de démarrage, il était là, c'était de dire comment on arrive à faire en sorte que ces lieux qui sont finalement seuls sur leur territoire, ils arrivent à toucher des entreprises qui potentiellement sont à 20, 30, 50 ou même 300 km et qui peuvent avoir des besoins pour leurs salariés. Et donc ça passe par le rassemblement de l'ensemble des forces. Et c'est assez intéressant parce que là, ce matin, j'ai regardé un peu... nous, aujourd'hui, on travaille avec plusieurs dizaines de milliers de télétravailleurs sur la plateforme et une centaine d'entreprises. Donc, j'ai regardé des réservations qui s'étaient faites là ce matin. Et par exemple, la région Île-de-France qui utilise notre solution, il y a eu des réservations qui sont faites au Pouce Café de Montgeron. Open Classroom a réservé des espaces au Cowork Outre-mer de Vendôme. Il y a eu des réservations à Pornichet, un espace qui vient d'ouvrir, l'Océan Café Coworking. Et donc, en fait,
on s'aperçoit qu'il y a des réservations évidemment en majorité dans les grands cœurs des grandes villes françaises, mais qu'il y a aussi plein de réservations qui se font dans des espaces finalement de plus petites villes, hein, de villes moyennes, voire en campagne. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment profiter de ce maillage fort pour apporter des solutions à tous les salariés, où qu'ils habitent ou où qu'ils soient. Le deuxième sujet qu'il y a derrière, et qui est très important pour les entreprises, c'est de faciliter ça. Aujourd'hui, si vous avez 1000 ou 2000 télétravailleurs et qui ne vont en tiers-lieu ne serait-ce qu'une fois par semaine, ça vous fait 4000 voire 8000 factures à gérer chaque mois. Et donc, c'est très vite très compliqué pour les entreprises. Donc, l'idée, c'était aussi de se dire comment on rend ça simple pour les espaces, parce que parfois, c'est compliqué pour eux de gérer des flux de télétravailleurs, mais aussi pour les entreprises, pour avoir un seul contrat, un seul abonnement, etc. Donc tout ça, c'est rendre les choses simples pour que les entreprises que tous les réseaux attendent, hein, que tous les tiers-lieux espèrent avoir, elles viennent plus massivement. Et un des troisièmes points, c'est les usages. Et là, je vais m'arrêter un peu plus. On a beaucoup parlé, on travaille pas mal avec Dominique Valentin depuis 10 ans sur l'usage prioritaire, qui est de diminuer entre guillemets les transports domicile-travail et d'apporter des alternatives au domicile pour les télétravailleurs. C'est en effet un usage fort et ça a été l'usage le plus fort des dernières années. Néanmoins, ce que l'on constate aujourd'hui au niveau des entreprises, c'est qu'on a une diversité d'usages. Par exemple, on voit de plus en plus de télétravailleurs qui décident d'utiliser des lieux pour se regrouper avec d'autres télétravailleurs. Et donc, potentiellement, il y a plus un potentiel de regroupement d'équipes, de réunion, que simplement une alternative individuelle au domicile. Ce qui fait qu'ils choisissent parfois, non pas un lieu qui est juste à côté de chez eux, mais qui peut être un peu plus éloigné, mais où ils vont retrouver une partie de leur équipe. Et donc, ce qui est intéressant, avec la densité de solutions qui sont proposées par l'ensemble des acteurs, c'est qu'on a des réponses qui sont adaptées aux différents usages attendus par les télétravailleurs et les entreprises, et qui peuvent être des usages de proxy travail, comme le disait Dominique, qui peuvent être des usages de réunion, qui peuvent être des usages de regroupement de collectifs ou des usages même de sortir du cadre du bureau collectivement. Et donc ça, c'est très intéressant à travailler aussi pour les tiers-lieux et de se dire que finalement certains tiers-lieux seront très adaptés à apporter une solution, je dirais, de télétravail individuel de haute qualité et d'autres seront beaucoup plus adaptés à créer de l'émulsion, l'interaction et beaucoup de créativité. Et c'est tous ces usages demain que les entreprises vont attendre, et donc il faut une diversité de lieux pour répondre à tout ça. J'espère que ça c'est clair, parce que c'est un angle très important à avoir en tête quand on parle des entreprises. Et le tout dernier point que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre sujet, il est d'essayer d'apporter encore plus de visibilité en démocratisant ce que l'on a fait via d'autres acteurs. Par exemple, ce que l'on fait avec la région Île-de-France via SmartWorks, c'est de se dire toute la base de données que Neonomad a, elle peut être visible sur des plateformes d'acteurs territoriaux. Donc notamment, SmartWorks reprend des infos qu'on a. Mais on ne va pas s'arrêter là. Par exemple, la plateforme d'achat de la région Île-de-France peut proposer à toutes les entités publiques de l'administration, enfin toutes les collectivités ou les administrations d'Île-de-France, d'utiliser les tiers-lieux dans les mêmes conditions que les agents de la région Île-de-France. On travaille avec des acteurs RH qui proposent des avantages salariés comme les titres restaurants pour que demain un pass coworking soit intégré aussi comme un avantage salarié. Des propriétaires immobiliers, demain, ils pourront utiliser notre solution aussi en marque blanche pour proposer des services en plus et plus juste un bail 369 ou des bureaux. Et pour aller plus loin, les plateformes digitales qui gèrent les bureaux, la réservation, pourront aussi proposer des espaces de coworking via notre solution. Donc en fait, aujourd'hui, je pense, si on veut que les entreprises utilisent les tiers-lieux, il ne faut pas juste se contenter de les mettre en avant sur une carte, il faut vraiment aller s'intégrer dans les outils qu'elles utilisent déjà, que ce soit les titres restaurants, les avantages salariés ou les solutions technologiques qu'elles ont. Et on travaille vraiment d'arrache-pied pour faire en sorte de mettre en avant, via notre plateforme et via d'autres biais, tous les espaces de coworking de France, où qu'ils soient au fin fond de la Drôme ou en plein cœur de Paris. Merci beaucoup, Nathanaël. Et j'avais envie de dire, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Peut-être qu'on peut reparler du modèle économique. Peut-être Dominique, avec ton expérience au sein de Relais d'entreprise sur le modèle. Et puis après, je prendrai... Oui. En fait, effectivement, pardon, il y a une je vais donner le micro à une personne de la salle, pardon. Ils n'entendent pas sinon.
Pardon. Oui, je rebondissais sur le modèle économique. Je serais assez intéressé du modèle économique de Nathanaël sur Néonomade. C'est pour ça. Ok. Écoutez, le modèle économique, il est relativement simple. Les entreprises payent une licence pour utiliser notre solution et les espaces payent une commission quand on apporte des télétravailleurs. Donc, par exemple, si demain des télétravailleurs arrivent chez Rayon et qui doivent payer 10 €, on va garder une commission de 15 à 20%. Et Dominique, pardon, je me tourne vers toi. Je ne sais plus où tu es, mais tu es là, sur cette question du modèle. Sur le modèle économique, alors beaucoup de choses ont été dites à la fois par Julia et Thierry Louzon. En fait, ce qui peut plomber l'équilibre économique d'un tiers-lieu d'activité, un espace coworking, c'est effectivement la masse salariale. Au-delà d'une certaine taille, et Clément l'a également évoqué, c'est très difficile d'avoir du personnel. Donc c'est pour ça que la digitalisation, tout ce qui est outils numériques qui permet de faciliter les accès, mais c'est surtout aussi la mutualisation d'actions, la mise en réseau, la visibilité qu'évoque Nathanaël, c'est autant de dépenses qu'un tiers-lieu seul n'a pas à faire. Si vous commencez à prendre vos petits bras musclés pour aller voir un DRH, comme le fait ici Relais Entreprise, pour l'ensemble des espaces affiliés autour de Toulouse, où on a plus d'une quinzaine d'espaces, et quand on va faire la promotion auprès d'un DRH, notre coût est divisé par 15. Et on fait supporter à chacun des espaces le 15e, en l'occurrence le 20e. On a fait ce qu'on appelle du risk sharing pour effectivement mutualiser des dépenses. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de tiers-lieux et d'animation, c'est qu'on a souvent tendance à se prendre les pieds dans le tapis en mélangeant un peu toute forme de tiers-lieux. Mon discours ne serait pas du tout le même si les lieux se destinent à des auto-entrepreneurs, à des citoyens, où là, la dynamique d'animation prévaut sur l'infrastructure. Combien de fois je fais le parallèle avec le secteur de l'hôtellerie? Allez, je vais citer des marques parce qu'on les connaît, dans un Ibis Budget, si vous mettez l'animateur de l'apéro quiz, c'est sûr que vous plombez le modèle économique d'un Ibis Budget. Et ceux qui viennent dans un Ibis Budget ne viennent pas pour l'apéro du 19h. Donc, par contre, si vous n'avez pas cet animateur dans un Club Med, il manquera quelque chose. Hein. Et puis la région Île-de-France mentionnait tout à l'heure le fait que, évidemment, le modèle se porte mieux si les horaires d'ouverture sont plus longs. Mais évidemment, s'il y a une animation permanente sur tout le temps d'ouverture, évidemment, ça plombe le modèle. Donc c'est vrai qu'avec Rayon, Clément, je me permets de me tourner vers toi. On est en train, du coup, d'expérimenter finalement un nouveau modèle. Et je te laisse le préciser. Nous, on fait le pari que c'est la communauté et les premiers clients qui seront les animateurs. Et c'est ce qu'on constate de façon empirique quand on ouvre des espaces de coworking. C'est les clients qui sont les premiers à se créer des événements entre eux, à proposer des choses. Et donc le modèle de Rayon, c'est de s'appuyer sur sa communauté locale, ses premiers clients pour animer les espaces. Et je vais vous dire, on n'a pas le choix en fait, parce que quoi qu'il arrive, sinon ça ne tient pas en termes économiques. Donc ça tombe bien, on a une solution qui est la meilleure, c'est la communauté qui la propose. Après, tout l'enjeu, c'est évidemment de bien accompagner ces personnes-là pour qu'elles comprennent quelles sont leurs potentielles missions, et potentiellement qu'on ait un client parmi les autres qui est, via une réduction typiquement de son abonnement, peut-être quelques missions spécifiques comme accueillir des nouveaux ou faire attention qu'il reste du café, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, on expérimente, on avance. Et ce qui est génial, c'est que chaque espace est très différent et qu'à chaque fois, on doit s'appuyer sur les forces locales, le tissu local, les premiers clients locaux pour travailler ce sujet. Donc Et ce que tu dis est important, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas l'animation, en fait, on ne supprime pas le lien social, parce que c'est peut-être ça qu'on peut entendre derrière un lieu complètement digitalisé. En fait, on s'appuie sur d'autres choses, sur d'autres communautés et sur le lien en fait de proximité. J'ai vu qu'il y avait une autre question, Brigitte. Oui, merci pour les réponses sur l'animation. La question que j'avais dans la tête, c'était le collectif de travail, la façon de travailler ensemble où à côté les uns des autres disparaît
avec le télétravail, comment est-ce qu'on peut recréer autre chose? Mais j'ai une nouvelle question qui porte sur un point dont on a très peu parlé, sauf Rayon, mais un tout petit peu, c'est la localisation. Est-ce que vous faites... Est-ce que vous essayez de trouver des locaux, par exemple, près des résidences universitaires ou par exemple près de, enfin, je sais pas, de gens qui travailleraient dans une entreprise et qui habiteraient majoritairement dans tel ou tel quartier? Est-ce que, j'ai oublié la deuxième chose, la localisation, écoutez, je crois que ça va me revenir après. Alors la localisation pour Rayon, c'est sûrement le plus grand sujet. Et on a pris la liberté sur les premiers espaces de pas forcément aller au plus évident. Donc pour le premier espace, on a choisi Orlyville. Orlyville, c'est pas du tout évident comme première localisation. On a aussi à l'opposé, on est sur la Garenne-Colombe, en face de la gare. Donc là, beaucoup plus évident. Notre sentiment, c'est que les espaces de coworking, ils seront mieux placés là où il y a des activités commerciales, à côté de la pharmacie, à côté de la boulangerie, dans le centre-ville des petites villes. C'est notre sentiment. Maintenant, c'est là aussi où c'est le plus cher. Donc, évidemment, il va falloir qu'on trouve des façons d'équilibrer les choses. Donc, on teste tout. On teste le centre-ville, les gares, les zones résidentielles, les zones commerciales, les zones de bureaux. On teste le rez-de-chaussée, on teste le premier étage. On fait plutôt du rez-de-chaussée aujourd'hui, parce qu'on pense que la visibilité est importante pour bien s'insérer dans le tissu de la ville. Et je vous dirai ça dans un an, en fait. Parce que pour l'instant, on n'a pas les réponses. Et c'est aussi ça l'objet de Rayon, c'est de voir comment on trouve notre marché. Ma deuxième idée à propos de la localisation, c'était aussi le débit, le réseau. Quand on est en télétravail, que ce soit chez soi ou que ce soit dans un lieu autre, on peut avoir des problèmes de réseau. Donc, est-ce que vous... Alors nous, il n'y a pas de Wi-Fi chez nous. Non, le réseau, c'est toujours évidemment le premier sujet qu'on regarde. Il faut qu'il y ait la fibre, il faut qu'on installe du super Wi-Fi. Et évidemment, c'est plus important que l'eau. Donc, non, c'est évidemment prioritaire. Non, le seul problème qu'on peut avoir, non, aujourd'hui, alors nous, on est autour de Paris, donc globalement, on n'a pas de sujet. Le seul problème qu'on peut avoir de temps en temps, c'est qu'on est en 3G au lieu d'être en 4G parce que ça passe pas très bien. Voilà. Non, nous, sur ce sujet-là, on n'a pas de problème. Après, il y a peut-être des espaces. Bon, je ne vois pas un espace de coworking s'ouvrir sans avoir un bon débit de coworking. Voilà, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Bon, aujourd'hui, la France, quand même, est quand même bien maillée. Mais bon, je ne pourrais pas me prononcer sur des espaces au milieu de la Drôme. Des espaces de coworking sans Wi-Fi, c'est peut-être une innovation à créer. C'est la déconnexion. En fait, malheureusement, on n'a pas entendu la question. Est-ce que Nathanaël, tu peux peut-être reprendre la question dans ta réponse? Oui, donc la question était, quand un indépendant se lance avec un projet de coworking, quelles sont les différentes solutions pour finalement trouver des clients? Et donc, je vais répondre, moi, en partie avec la casquette que j'ai, qui est d'apporter une réponse sur une partie des clients, qui est les clients entreprises. C'est que bien souvent, en fait, ce que je vois des opérateurs, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le travail en local, que Clément et Dominique évoquaient, c'est-à-dire travailler avec tous les acteurs économiques locaux pour justement communiquer massivement sur la solution que représente le coworking, pour essayer de toucher à la fois les travailleurs indépendants, mais aussi les entreprises qui peuvent avoir des besoins. Je crois que Fonsorg, c'était très clairement ça. Et ensuite, il y a aujourd'hui tous les outils, les différentes plateformes qui sont là pour amener des clients en plus. Donc c'est le cas de notre plateforme, mais il y en a d'autres. Il y a évidemment des leviers qui peuvent
peuvent être différents, mais qui peuvent être sur le bouche à oreille et tout le travail de travail avec les acteurs économiques locaux, les CCI, etc. Et après, je vais laisser peut-être Clément ou Dominique compléter sur les différents leviers qu'il y a au démarrage pour remplir son lieu, sachant que c'est long. Il faut bien se le dire, sauf à avoir fait des préventes, ce qui peut arriver parfois, ça peut être un peu long, la montée en puissance. T'es en mute, Dominique. Voilà. Si on peut nous faire un retour d'expérience, on a sur les centaines d'études d'accompagnement de collectivités, on a plus d'une quarantaine de lieux aujourd'hui qui ont ouvert suite à nos recommandations, et on voit effectivement que en fonction de la localisation du lieu, et je suis tout à fait d'accord avec Nathanaël sur la visibilité sur les différentes plateformes, y compris avec Google bien sûr, mais la localisation du lieu, et quand vous avez un lieu avec un axe passant, ce qui marche le mieux, c'est la banderole bureau meublé à louer avec un numéro de téléphone. Et là, honnêtement, on a déjà une bonne partie du taux de remplissage qui se fait pendant les travaux. On vient de finir un espace juste à côté que Thierry Louzon évoquait, qui fait 410 mètres carrés. Pratiquement 60% de taux d'occupation s'est fait avec la banderole. Mais il y a quand même beaucoup de volatilité et donc il y a du turnover. Donc il faut effectivement en permanence faire de la commercialisation. Et quand on fait l'étude au préalable, il y a bien sûr des analyses à faire sur les flux pendulaires, sur la composition un peu des actifs et ceux qui sont susceptibles de travailler à distance. Mais il y a surtout effectivement une vraie sollicitation, comme l'a fait Fonsorb, de la population avec soit des enquêtes et autres, des porteurs de parole. Et quand on fait nous, généralement des enquêtes, on a pratiquement 50% des répondants qui laissent leurs coordonnées et ça constitue un peu le petit noyau de départ. Mais on ne sait pas pourquoi, on a quand même, je ne sais pas, je pense que Clément, tu as peut-être vécu ça aussi, mais peut-être le recul n'est pas suffisant, mais il y a un espèce de flottement de 6 mois entre l'ouverture et vraiment la mise la mise en dynamique du lieu. Il y a 6 mois de flottement, même si on anticipe vachement nous en amont, on ne sait pas pourquoi l'expliquer, mais il y a quand même un démarrage qui est toujours assez possible. On se fait peur. Et au bout de 6 mois, ça y est, c'est parti. Et parce que je pense que les premiers utilisateurs ont un rôle important dans la promotion du lieu. Alors le point important aussi, c'est que quand vous avez une salle de réunion, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains espaces coworking tiers-lieux, mais les salles de réunion contribuent fortement à faire connaître le lieu. Parce que forcément, quand les gens viennent dans une réunion, on parlait des clubs d'entreprise et autres, ils découvrent qu'il y a des bureaux individuels, des bureaux multipostes, des espaces ouverts. Et c'est là ils se disent, tiens, c'est sympa, je vais prendre un bureau. On est en plein dans ce flottement, puisqu'on a ouvert le 1er en juin. Mais ça tombe bien, on a des salles de réunion dans chaque rayon. Donc, on est confiant. D'ailleurs, il y avait une question en ligne. Pour les télétravailleurs salariés, plutôt des bureaux séparés ou des open space? L'activité. Dans tous les cas, nous, on le voit, et peut-être que Nathanaël complétera, mais nous, la demande, quand même, elle est plutôt sur des bureaux individuels, des bureaux de confidentialité que des espaces ouverts. Les espaces ouverts sont quand même plutôt dédiés à des auto-entrepreneurs dont les métiers ne sont pas dérangés par le fait d'être à plusieurs dans une même pièce, mais pour des raisons de confidentialité, et notamment on parlait d'Airbus et autres Safran, impossible. Même des fois, on a des problèmes avec des bureaux vitrés, parce qu'on aime avoir des bureaux vitrés pour créer un peu la convivialité, mais certaines entreprises ont un peu un doute sur les bureaux vitrés à cause du visuel et de ce qu'on pourrait voir sur les écrans. En plus, je vais avoir un avis un peu moins tranché parce que nous, ce que l'on constate là sur les clients qu'on accompagne, c'est qu'il y a quand même globalement 60% des réservations que l'on fait qui sont dans des open space, 25% dans des salles de réunion et les 15% restants dans des bureaux privatifs. Aujourd'hui, sur nos clients existants, qui sont quand même pour la plupart des grands comptes, des gros cabinets de conseil, Wavestone, Capgemini, Bearing Point, ou des acteurs des assurances comme Generali et Allianz. Donc il y a quand même, pour la solution télétravail, une forme d'ouverture sur le fait de pouvoir aller dans des espaces de coworking sur des open space. Néanmoins, le sujet sécurité et confidentialité des données est en train de monter de plus en plus. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises qui nous demandent des solutions de type bureau privatif,
qui nous demande de mieux mettre en avant sur notre plateforme les espaces qui ont des hauts niveaux de confidentialité, de qualité, qui peuvent proposer ces services-là. Et il y a des clients ou des prospects qui nous disent, nous, s'il y a de l'open space, c'est pas possible, on n'en verra pas. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des usages très divers des espaces de coworking. Et donc, elles peuvent avoir un angle très... On laisse la possibilité d'utiliser les coworking pour le côté très... on sort de la boîte, très innovant, on fait des rencontres. Ou à l'inverse, c'est vraiment des solutions immobilières pour des télétravailleurs en confidentialité ou sécurisées. Et donc, il faut bien comprendre quelles sont les attentes, les besoins et la logique de l'entreprise d'utilisation des coworking et proposer les bons espaces. Si je peux rajouter aussi, il y a une question de coût. C'est-à-dire qu'entre un bureau fermé ou un poste en open space, c'est du x3 environ. Donc, une salle de réunion ou un bureau fermé, ça va être du 15 € de l'heure, d'entre 10 et 20 € de l'heure, alors qu'un poste, ça va plutôt être entre 2 et 5 € de l'heure. Voilà. Donc, c'est quand même important à dire. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au bout. On pourrait en parler encore, je pense, longtemps et répondre à toutes les questions. Merci à tous les intervenants. Moi, j'avais envie de retenir la notion du proxy travail. Vous avez vu qu'on a intitulé ce webinaire sur le sujet du télétravail. Mais en fait, il faut que vous sortiez de cette réunion en pensant au proxy travail, c'est-à-dire le travail à proximité de chez vous, à côté des commerces à côté de chez vous, au sein des communautés qui vivent à côté de chez vous, pour recréer aussi un lien social à côté de chez vous et éviter évidemment, mais tout comme en télétravail chez soi, les déplacements pendulaires. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire... N'hésitez pas à faire l'exercice, à regarder quel est le tiers-lieu de vos rêves à côté de chez vous. Voilà. Moi, j'ai fait l'exercice parce qu'on a la chance à la Caisse des dépôts, avec les évolutions du cadre de télétravail, on avait la possibilité de renseigner en plus de son domicile un tiers-lieu, une adresse de tiers-lieu. Donc j'ai fait l'exercice et en fait je me suis rendu compte qu'à côté de chez moi, alors bon, désolé, je parle du centre parisien, mais je pense que voilà, l'exercice est vraiment intéressant à faire, évidemment en dehors des centres urbains, mais j'ai été surprise quand même de découvrir le nombre de lieux qu'il y avait à côté de chez moi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire l'exercice. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux intervenants, merci au Hub, merci. Merci.